ils sont toujours les premiers interlocuteurs au niveau des palais de justice. Les gens croient que c'est l'avocat ou le juge. Non. Quand vous allez au palais de justice, le greffier est le premier interlocuteur d'un citoyen au niveau du palais de justice. Ils sont aussi au niveau de l'accueil et de l'information. C'est eux qui retranscrivent officiellement des débats lors d'un procès. Ils sont très importants dans le maillon de la justice. C'est eux aussi qui rédigent les arrêts. Arrêt ou dossier du procès, jugement, mais les thèmes techniques, tout ce qui est décision de justice, c'est le greffier. Et les organisateurs vous ont amené un communicateur au niveau du RCCM en la personne de Monsieur Ayaba Amate. On va projeter sa photo. Maître Kossi Ayate, s'il vous plaît, sous vos applaudissements, accueillons Maître Kossi Ayate pour sa communication. Pour ma communication, effectivement, je vais donner un petit aperçu sur notre service avant d'aborder le thème proprement dit. Le thème qui n'est plus à présenter. Donc, pour ma présentation, je suis le greffier en chef du tribunal de commerce de Lomé et l'administrateur du fichier national du RCCM Togo. Et ma présentation tourne autour de 2 points. Premièrement, je l'ai dit, je vais faire un aperçu général sur le service, c'est-à-dire le RCCM. Et deuxièmement, la prévention et la lutte contre la corruption dans le secteur extractif. En 2 points également, prévention et lutte. En aperçu, le registre de commerce et du crédit immobilier, c'est un instrument juridique, d'abord de collecte, de conservation, de publicité et de centralisation des informations des personnes y assujetties ainsi que des garanties immobilières. Bon, les garanties immobilières, ça c'est des sûretés, mais ça nous n'allons pas l'aborder ici, mais on va s'appesantir sur le côté des personnes morales. La collecte d'abord, elle est déclarative. C'est-à-dire que le service RCCM n'est pas à faire la publicité aux opérateurs économiques de venir s'immatriculer, mais c'est à eux. C'est eux qui sont dans le besoin pour être reconnus sur le plan juridique. Et c'est pour cela que nous sommes là et c'est eux qui viennent faire leur déclaration. Ces déclarations, dans le cadre de la conservation, sont transcrites au registre. Donc un registre de traitement sur le plan local et dans nos États de la version française ou disons francophone, donc c'est les greffes des juridictions. Mais bon, l'OADA qui est le législateur de cet acte, il y a d'autres terminologies, on dit l'organe compétent dans l'État partie. Ça, c'est dans les pays lusophones et
hispanophones. La publicité se justifie par le fait que le dit registre est destiné à l'information du public. Donc le RCCM, c'est un instrument qui est laissé à la disposition non seulement des opérateurs économiques, mais également de tout intéressé. Ils peuvent venir s'informer sur la fiabilité, l'authenticité des documents qui sont versés lors de leur immatriculation. Et enfin, la centralisation. Cette centralisation relève de la structure pyramidale du registre. Donc, le registre tel que vous l'attendez ou bien vous le connaissez ne se trouve pas seulement au niveau national. Donc, c'est à 3 niveaux. Il y a d'abord des registres de traitement qui sont au niveau local, situés ou bien abrités par des greffes des juridictions habilitées à le faire, puisque si je parle de habilité, c'est une loi, c'est des textes, ça le cadre juridique, qui donne la compétence à telle greffe d'une juridiction située sur le territoire à pouvoir recevoir l'immatriculation de telle entité, qu'elle soit personne physique ou personne morale. Justement, parlant de la structure, il y a des registres locaux. Donc, ces registres locaux, c'est des registres de traitement ou des fichiers de traitement. Donc, c'est eux qui reçoivent les demandes des opérateurs économiques et accompagnés des pièces justificatives, et ils font le traitement après avoir analysé, étudié et accepté la recevabilité de la demande. Et au niveau national, il y a des fichiers d'information. Et c'est ça le fichier national. Donc ce fichier national a pour vocation de centraliser toutes les informations des registres locaux qui sont des fichiers de traitement. Et dans notre pays, je vais en venir tout de suite, il y en a au total 6. Et après le fichier national, sur le plan national bien entendu, il y a un fichier d'information qui est appelé le fichier régional. Ça, c'est hébergé au greffe de la CCJA, Cour commune de justice et d'arbitrage, qui est à Abidjan. Donc voilà comment est structuré le RCCM. D'abord, au niveau, c'est-à-dire la base est constituée de registres de traitement. Et au niveau national, un fichier qui centralise toute la base de données des registres locaux. Et maintenant, au sommet, il y a un fichier régional qui est au niveau du greffe de la CCJA à Abidjan. Donc, je le disais tantôt qu'il existe 6 registres locaux. Et ces registres locaux se trouvent d'abord à la juridiction, au tribunal de Lomé. Il y en a au Palimé, Atapamé, Sokolé, Kara et Dapaon. Donc avant 2016, le registre de Lomé faisait office du fichier national, c'est-à-dire que tous les opérateurs économiques situés à n'importe quel point géographique de notre pays, c'est à Lomé qu'ils viennent, de Sikassé jusqu'à Lomé, c'est à Lomé qu'ils viennent faire l'immatriculation. Et à partir de 2016, il y avait une décentralisation et aujourd'hui, on peut voir ce registre-là dans les villes dont je viens de citer. Le fichier national, bien entendu, est tenu sous la surveillance du garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation. Donc, moi, en tant que l'administrateur du fichier national, je dépends directement du ministre en charge de la Justice. Et le cadre juridique, d'abord sur le plan national, donc c'est par la loi numéro 2016-034 du 2 décembre 2016
portant création du fichier national et des registres locaux, du registre du commerce et du crédit immobilier et attribution des crédits chargés de leur gestion. Donc c'est par cette loi-là que il y a effectivement, le service a connu une décentralisation sur le plan national. Donc bien avant ceci, c'était une loi française qui a été améliorée en 1982 par une loi nationale. Désormais, avec le législateur Ouada, la loi de 2016 vient compléter et cela a été pris conformément à l'esprit du législateur Ouada. Les cadres régionaux, sur le plan législatif également, donc il y a principalement l'acte uniforme portant sur le droit commercial général qui régit ce registre, comment ça fonctionne, la structure, dans tout son fonctionnement, c'est l'acte uniforme sur le droit commercial général. Mais c'est étendu à d'autres actes uniformes également. Il y a l'acte uniforme relatif aux sociétés commerciales et documents d'intérêt économique, et également l'acte uniforme portant organisation des sûretés. Donc il y a d'autres tests qui font allusion également au registre de commerce, mais principalement avec ces tests, nous avons une notion, un aperçu clair sur le service. Abordant un deuxième point, la prévention et la lutte contre la corruption liée au secteur extractif. Premièrement, concernant la prévention, la corruption, bien entendu, les premiers intervenants ont donné des définitions de part d'autre. Ici, je me penche purement sur le plan juridique, et c'est d'abord reconnu, bien qualifié comme un délit. Et prenant la définition donnée par le lexique des termes juridiques, c'est un comportement pénalement incriminé par lequel sont sollicités, agréés ou reçus des offres, promesses, dons ou présents à des faits d'accomplissement ou d'abstention d'un acte, d'obtention de faveur ou d'avantage particulier. Donc voilà la définition définition sur le plan juridique de la notion de corruption. De l'examen de cette définition s'opère alors un rapprochement entre la notion, c'est-à-dire le fait du corrompu, c'est-à-dire nous le prenons du côté du corrompu, donc nous voulons faire un rapprochement et comment on peut analyser ce phénomène-là par rapport aux acteurs du RCCM. Donc, cela est rapproché justement au niveau de l'objet du RCCM. Donc l'objet du RCCM, je le rappelle, je l'avais dit de façon subtile c'est de recevoir les demandes d'immatriculation de toute entité et assujettie au RCCM. On fait d'abord allusion aux opérateurs économiques, c'est-à-dire des commerçants, ceux qui font des actes de commerce. Mais il y a également des entités qu'une loi peut soumettre à l'immatriculation, toutefois, sans toutefois lui donner la qualité de commerçant. Donc, se rapprochant à l'objet du RCCM, on peut raconter ce phénomène de corruption. Donc, lequel est fondé, bien entendu l'objet, fondé sur la collecte de l'information. Donc, le premier objet que nous avons vu, que le RCCM étant un instrument juridique de collecte. Donc, une fois que l'opérateur économique, et si nous situons de façon particulière au niveau des
entités extractives en abordant un acteur du RCCM pour faire l'immatriculation. C'est là où on peut enregistrer le phénomène dont nous parlons, la corruption. Oui, voilà. En effet, eu égard au caractère déclaratif de la collecte des informations au RCCM, l'objectif principal y assigné est de faire acquérir par présomption simple aux personnes morales en général et aux entités extractives en particulier la personnalité juridique par le biais de la formalité que nous appelons l'immatriculation. Or, toute demande d'immatriculation au RCCM est accompagnée, bien entendu, des pièces justificatives composées d'abord du contrat social, que nous appelons communément statut. Il y a également des pièces d'identité des dirigeants ou des associés, et surtout, et c'est là où nous rentrons dans le fond de notre présentation, concernant les activités réglementées, par exemple, une autorisation préalable. Et ça, c'est prévu par l'article 47 de l'acte uniforme portant sur le droit commercial général. Donc, justement, oui, allez-y. De ce rapprochement, donc, les différentes causes de corruption liées aux entités extractives peuvent concerner, justement, dans le cadre de notre service, la délivrance de ce document que nous avons touché du doigt tout de suite, qui est l'autorisation préalable. De deux, on peut toucher également les acteurs du RCCM. Et en troisième point, l'actionnariat et les dirigeants sociaux. Donc lorsque nous allons toucher ces trois éléments-là, vous allez voir que la corruption est au bout des doigts. Abordons premièrement la délivrance de l'autorisation préalable. Prévenir la corruption dans le cadre de la procédure d'immatriculation des structures extractives revient donc à reconnaître le rôle des institutions dans l'identification des bénéficiaires effectifs et la production d'ordre public de ce document. C'est-à-dire, l'autorisation, là, ça peut être un agrément, une licence, peu importe la nature. L'essentiel, c'est qui est d'abord un document qui est donné à la personne morale qui veut gérer une activité du secteur extractif, de pouvoir avoir cette habilitation à le faire. Oui. Ok. La liste des activités réglementées publiées sur le CFE, le site du CFE, c'est-à-dire le Centre de formalité des entreprises, qui est à Lomé, situé au siège de la Chambre de commerce, et qui est relayé à l'intérieur par des antennes des responsables des chambres de commerce. Et nous avons justement, entre autres mentions, des activités minières. Donc, ça fait partie, le secteur minier, le secteur extractif fait partie des activités réglementées. Donc, du coup, avant de recevoir l'immatriculation d'une entité liée au secteur extractif, nécessairement, il doit avoir ce document d'autorisation, un feu vert, un accord donné par le ministère de tutelle. Le ministère de tutelle. Donc, mais, vous pouvez continuer. Dans la réalité, dans la pratique, il y a, on constate autre chose sur le terrain. Et ce que nous constatons, c'est que, de manière générale, au lieu d'être délivré en amont, c'est-à-dire que l'agrément, l'autorisation, ou je ne sais pas si c'est la licence
qui doit faire partie des pièces justificatives avant d'être immatriculé, c'est-à-dire avant d'avoir la personnalité juridique, c'est plutôt le contraire. C'est-à-dire que les dirigeants sociaux, ou même parfois représentés par des professionnels en la matière, je vais toucher du doigt les notaires, qui souvent élaborent les statuts des sociétés et font les formalités au greffe, ils viennent justement, on se rend compte qu'ils sont partis avant d'avoir l'autorisation du ministère de tutelle, on leur demande le numéro RCCM. Donc vous voyez là où il y a le paradoxe. Donc en réalité, il y a un problème juridique qui se pose entre l'agrément ou disons l'autorisation et l'acquisition de la personnalité juridique de l'entité, lequel précède l'autre. Comment? Oui. Bon, c'est plutôt le contraire. Puisque l'acquisition de la personnalité juridique a plus de poids que l'autorisation donnée. Parce que l'autorisation qui a été donnée concernant une activité particulière peut être une obligation, mais cela est relatif d'un état à un autre. Je ne sais pas si nous comprenons l'explication ou la logique. Mais lorsqu'on met l'autorisation, c'est-à-dire à un niveau plus supérieur que l'acquisition de la personnalité juridique, il y a un problème. Le problème, c'est que la société, les dirigeants sociaux n'ont pas encore acquis la qualité, par exemple, d'ester en justice. Mais on leur donne, on vient, disons, voilà, l'exploitation. En réalité, l'exploitation, c'est lié à une activité donnée. Mais si on demande aux dirigeants de venir obtenir le registre de commerce, le numéro STCM avant d'obtenir l'exploitation, vous voyez que une fois immatriculés, sur le plan universel, ils ont la qualité de faire n'importe quoi. Et ils peuvent vraiment créer des victimes avec le numéro RCCM. Maintenant, une question. Une fois immatriculés, et s'ils s'en vont pour obtenir l'agrément, pour l'autorisation, et qu'après analyse, on se rend compte que ces gens-là, c'était corrompus, ils n'ont pas la qualité de vraiment exploiter telle ressource minière. Alors, qu'il devient la personnalité juridique qui a été précédemment acquise. Bon, c'est la radiation. Mais avant de procéder à la radiation, peut-être qu'eux, ils ont déjà signé des contrats avec d'autres partenaires. Alors, que devient ce contrat? Donc, voilà la problématique. Voilà la complexité de la chose. Donc, normalement, une étude préalable sur l'exploitation de l'activité à caractère extractif doit être donnée avant que l'immatriculation ne soit faite. Parce qu'en faisant le contraire, imaginez, en dehors de tout ce que je viens de dire, il peut y avoir d'autres risques énormes qui peuvent survenir. Merci, je suis appesanti un peu sur ce diapo, compte tenu de l'importance, parce que c'est ce que nous vivons au Togo, mais en réalité, ça ne doit pas être ainsi. Ah. C'est-à-dire qu'il faut tenir de la spécificité du domaine aussi. C'est un domaine stratégique. Voilà. Et donc, c'est pourquoi nous demandons que la personne soit immatriculée
avant qu'on ne lui attribue, qu'on ne lui octroie une licence. Oui, c'est ça. C'est pas seulement Togo. Il a dit d'être une société de droit togolais. Il doit seulement avoir une autorisation. Oui, non seulement Togo. Je comprends votre analyse. Mais il faut quand même qu'on s'asseye et on a toujours dit ça. Lorsque on n'a pas encore mis en place le RCCM avec le ministère du Commerce, on a toujours discuté de ça pour voir la procédure qu'on doit mettre en place pour ne pas être en porte-à-faux. Donc, en somme, le respect scrupuleux de l'article 47 est cité plus haut comme étant une condition indispensable pour la recevabilité du dossier d'immatriculation de toute entité extractive est une mesure excellente de prévention dans le secteur. En tout cas, de par mon analyse personnelle. Pour ce faire, et c'est justement en quoi j'allais venir, c'est une proposition bien entendu, il y a lieu de créer un cadre de concertation, d'échange entre les parties prenantes afin de rendre obligatoire l'application de cette disposition. En tout cas, nous verrons dans quelle mesure, s'il faille obtenir l'autorisation d'avance avant de venir s'immatriculer ou faire le contraire. Et quelles seront les mesures, les garde-fous qu'il faut mettre en place pour que, une fois acquis la personnalité juridique, ne se prévale pas de cette qualité-là et vraiment causer des dégâts sur le terrain. Voilà, c'est en quoi nous voulons en venir concrètement en termes de conclusion. Maintenant, relativement aux acteurs du RCCM, pour éviter justement la corruption dans toutes ces formes, on l'avait cité plus haut, au de fin, dessous des tables, etc. Parmi les principaux acteurs du RCCM, et principalement c'est le greffier. C'est le greffier qui tient le registre de commerce sous la surveillance du juge. Mais aujourd'hui, au Togo, on a un guichet unique. Donc, on peut l'étendre également aux agents du CFE, du Centre de formalité des entreprises. Donc, le Togo étant conscient de cette réalité, a très tôt pris les mesures pour informatiser le RCCM. Donc, cette informatisation ne met plus de façon courante l'opérateur en contact avec les acteurs. Ça fait que venir imposer ou bien faire des promesses d'offres, des dons, tout ça là, entre la machine et les deux acteurs, en réalité, il n'y a plus de contact. Il n'y a plus de contact. Donc ça limite énormément ce fléau dont nous crions aujourd'hui. Donc le Togo, vraiment, est le premier des États partis de l'OADA à adopter l'informatisation du RCCM, et ce depuis 2011. Ça a été poursuivi, amélioré, jusqu'à ce qu'on obtienne en 2018 logiciel unifié de l'OADA à la disposition de tous les États partis. Et le Togo est le premier État parti réceptionner ce logiciel avec l'équipement nécessaire, et c'est ça que nous utilisons aujourd'hui. Donc on peut se féliciter, même aujourd'hui au niveau du CFE, il y a des immatriculations en ligne, même s'il y a certains qui se pointent physiquement au comptoir à la réception, et le travail, le guichet unique qui est le CFE au Togo n'est qu'une administration qui se fait représenter par les acteurs principaux que sont l'ODR, la caisse et bien entendu le greffe par le RCCM. Donc voilà le travail
le travail que le RCCM fait de concert et en partenariat avec d'autres administrations ou d'autres institutions de la place pour limiter effectivement ce fléau si c'est déjà né, ou bien vraiment le prévenir si ce n'est pas encore né. Maintenant, en ce qui concerne l'actionnariat et les dirigeants sociaux, l'étude préalable du dossier de création, d'installation de toute structure en caractère administratif permettrait à l'autorité, bien entendu, de découvrir la vision des fondateurs et des dirigeants et de faire également une analyse objective entre la part de l'action souscrite par l'État, par les nationaux et par les étrangers. Maintenant, revenant à la lutte, là, c'est dans prenant l'aspect curatif de la chose. Donc, combattre les produits de corruption est une préoccupation qui intéresse à plus d'un. Et c'est dans ce cadre-là, dans cette optique-là, que le RCCM, en collaboration avec d'autres institutions, notamment l'Office togolais des recettes et la cellule de traitement des informations financières CENTIF, mène une lutte acharnée contre la floraison des entreprises écrans, dont avait parlé le représentant de CENTIF plus haut, à travers l'identification des bénéficiaires effectifs. On ne cessera jamais d'en parler. Donc, d'une manière générale, les sociétés privées dissimulent leurs vrais propriétaires dans la création des entités fictives. En effet, la notion de bénéficiaire effectif s'inscrit dans le cadre de la lutte contre l'évasion fiscale, le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Donc, on en a parlé en large, je ne veux pas encore y revenir. Donc, il s'avère très utile en matière de lutte contre la corruption dans le secteur administratif. Donc, je parlais tantôt du bénéficiaire effectif. Donc, une évolution significative en ce sens concerne le cadre réglementaire du bénéficiaire effectif, bien entendu. Donc, on avait parlé de l'arrêté numéro 025 du 21 février 2022 concernant l'adoption, en tout cas, qui réglemente désormais la notion de bénéficiaire effectif. Mais il y a aussi l'adoption d'un formulaire sur le bénéficiaire effectif. Et nous pouvons voir ce formulaire-là en annexe pour voir au moins les grandes lignes. Après, je vous projetterai ça. Je continue. De ce qui précède, pour être plus efficace, la lutte doit aboutir à la répression. Donc, l'initiative de toute saisine en justice en vue de la répression d'une formalité accomplie au RCCM par fraude ou de tout comportement incriminé appartient à tout intéressé, conformément aux peines prévues par notre nouveau code pénal. Donc, il y a des dispositions qui se trouvent dans notre nouveau code pénal relativement aux infractions qui sont prévues dans tous les actes uniformes, y compris la tenue du RCCM. Et avant de vous remercier, bien entendu, comme j'ai promis, vous présenter de façon brève le formulaire qui a été adopté. Ce formulaire sur l'identification des bénéficiaires effectifs, des personnes morales et de façon générale, sans exclure le secteur extractif. Donc, premièrement, il y a la première rubrique, ça concerne l'identification. Attends, descends un petit peu. Oui, le grand 1. Donc, c'est l'identification de la personne morale. C'est-à-dire qu'en tant
sociétés on identifie. Donc vous montez, on ne va pas lire tout. Et le grand 1 en petit 1, il y a une information sur la structure juridique même de la société. Donc descendez. Au 2, voilà, au 2, il y a les informations concernant l'identité et le pouvoir. Parce qu'il y a le représentant du certif qui l'a dit plus haut. Le pouvoir des associés ou des actionnaires selon la forme juridique et des dirigeants sociaux. Oui, vous descendez. Oui, au 3, il y a les informations qui concernent les dirigeants, le dirigeant social de la société. Et très important. Et avec s'il y a des documents, on le met. Bon, maintenant, la grande 2, c'est les critères d'identification du bénéficiaire effectif. Et là, il peut être une détention légale, bien entendu, mais cela est analysé par rapport au capital social. Donc, si le bénéficiaire effectif ou bien un individu a de plus de 25% de la part qui constitue le capital social, il est déjà reconnu comme étant un bénéficiaire effectif, ou bien c'est par rapport au vote. Donc 25%, lorsqu'on veut prendre une décision, donc s'il a aussi plus de 25% du vote, donc déjà il est considéré comme un bénéficiaire effectif. Il peut intervenir aussi de façon indirecte. Et c'est les mêmes critères, les mêmes paramètres qui sont retenus pour pouvoir identifier ces bénéficiaires effectifs. Donc, au 3 maintenant, il y a l'identification du bénéficiaire effectif également, avec toute une rubrique, une série d'informations vraiment à ne pas négliger. Et voilà comment se présente le formulaire qui a été adopté dans le cadre de l'identification des bénéficiaires effectifs. Je vous remercie pour votre attention. Merci. Merci. Sans plus tarder, on va prendre une pause de 15 minutes.